Bienvenue dans le podcast de WeMusic, le carrefour où passion pour la musique, curiosité scientifique et l'envie d'apprendre plus efficacement se rencontrent. Je suis Roman, le fondateur de WeMusic et votre hôte dans cette aventure auditive. Dans chaque épisode, nous plongeons au cœur des mystères de l'apprentissage musical à travers les yeux des experts les plus éminents dans le domaine des neurosciences et de la psychologie. Notre quête ? Découvrir le lien entre les stratégies d'apprentissage que nous employons et l'intégration des compétences musicales qui en découlent, afin de toujours mieux répondre à la question « Comment apprendre plus efficacement et avec plus de plaisir ?» Nos invités, des chercheurs et des praticiens de premier plan, partageront leurs connaissances, leur expérience pour transformer votre pratique musicale. Que vous soyez musicien débutant, enseignant ou simplement un curieux de la musique et de la science, ces conversations sont faites pour vous éclairer, vous inspirer et peut-être même révolutionner votre manière d'approcher l'apprentissage musical. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Guyot, enseignant-chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1. Aymeric est actuellement co-directeur de site du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité. Ses recherches portent sur l'effet de l'imagerie motrice sur la performance et la rééducation fonctionnelle. Dans cet épisode, Aymeric va nous parler de comment l'imagerie motrice, la visualisation comme on la nomme plus couramment, peut nous permettre d'apprendre plus efficacement. Nous verrons comment elle peut nous aider à enlever de mauvaises habitudes et nous découvrirons comment utiliser cet outil puissant afin d'en tirer un maximum de bénéfices. Bienvenue dans le podcast de WeMusic. Laissez la musique et la science vous guider. Bonjour Aymeric, tu vas bien ? Bonjour Roman, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir aujourd'hui poser des questions qui aideront sans doute les musiciens, très certainement, à apprendre plus efficacement et à comprendre comment utiliser cet outil dans lequel tu es spécialiste, à savoir la visualisation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît ? Oui, très brièvement, je suis professeur à l'université, donc je suis enseignant-chercheur depuis un petit peu plus de 20 ans. Et je me suis assez vite spécialisé dans mon travail de recherche sur l'imagerie motrice, l'imagerie mentale ou la visualisation, qui consistait à avoir un éclairage un petit peu différent de l'amélioration des performances, que j'aime bien parce qu'il a un côté un petit peu transversal pour aborder la chose de manière indirecte par la personne ou de manière directe par la performance en tant que telle. Et du coup, très rapidement, j'ai été très sensibilisé par rapport à ces notions de travail mental. Et j'ai fait mon doctorat du coup sur le sujet. J'ai été recruté par la suite en tant qu'enseignant-chercheur pour pouvoir concilier l'enseignement de la préparation mentale avec un éclairage de neurosciences et d'apprentissage moteur, et puis la recherche sur ce domaine-là. Et donc, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je m'amuse au quotidien avec ces concepts-là et leurs applications, leurs déclinaisons, dans le monde sportif initialement, dans le monde de la rééducation, et puis d'autres déclinaisons, comme chez les musiciens dont on va parler aujourd'hui. Super. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la visualisation et pourquoi c'est un mauvais terme ? C'est pas réellement un mauvais terme. Ok. C'est un terme qui souffre peut-être d'un abus de langage ou d'une simplification dans les représentations des gens et qui souffre de la terminologie du mot en tant que tel. En réalité, on a plusieurs synonymes. On va parler de visualisation, d'imagerie mentale, on pourrait parler de simulation mentale également. Tous ces termes ont des avantages et des inconvénients, mais globalement, ils renvoient à peu près à la même notion. C'est la représentation mentale d'une situation, d'une personne, d'un objet, d'un mouvement quand on parle d'imagerie motrice, sans que ça débouche sur l'exécution dans le cadre d'un mouvement ou sur le traitement de l'information, puisque ce que l'on imagine n'est pas forcément sous nos yeux ou en notre présence dans le contexte où on l'imagine. Et donc du coup, cette évocation mentale, on utilise un petit peu plus le terme d'imagerie mentale que de visualisation, dans le domaine scientifique en tout cas. Pourtant, les deux souffrent du même défaut. Dans imagerie mentale, il y a image, dans visualisation, il y a visuel. Et ces deux terminologies-là, ces deux sémantiques-là, renvoient très rapidement au sens visuel, qui souvent fait que la vision est considérée souvent comme la reine des sens. Et en réalité, lorsqu'on imagine quelque chose, que ce soit un objet, une personne ou un mouvement, on va sensibiliser tous nos sens, y compris la proprioception, le sixième sens cher à Alain Berthoz. Et on va d'ailleurs beaucoup combiner ça de manière multisensorielle et pas simplement se restreindre au fait de visualiser par des images. Et je trouve que dans l'utilisation des termes, mais il y a un côté un petit peu subjectif et personnel à ce sentiment-là, que visualisation renforce, cloisonne encore un petit peu plus sur le sens visuel que ne le fait imagerie mentale ou imagerie motrice. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles, sur une pratique de terrain avec des praticiens, on parle un peu plus de visualisation parce que c'est plus parlant,
alors que dans le domaine scientifique ou dans le domaine des publications, on trouvera davantage le terme d'imagerie mentale ou motrice. En ce qui concerne justement la visualisation, est-ce qu'on a tous les mêmes compétences ou pas? J'ai entendu parler de bons imageurs, de mauvais imageurs, et que tu n'aimais pas vraiment cette notion d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il y a des différences interindividuelles sur la capacité, on va appeler ça la capacité d'imagerie ou de visualisation. En réalité, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui vont avoir des facilités pour utiliser, combiner les différents sens et se représenter mentalement quelqu'un ou un mouvement de manière précise, de manière fidèle par rapport à la réalité, et qui vont avoir la capacité de contrôler, donc de transformer, de changer de point de vue, de manipuler, de maintenir sur l'écran mental l'information qu'ils sont en train de simuler. Et donc, on va les considérer comme étant de bons imageurs. Et puis, il y en a d'autres qui vont éprouver des difficultés, qui vont rencontrer des difficultés pour percevoir les sensations induites par un mouvement, pour visualiser les différentes parties et le caractère dynamique d'une scène à laquelle ils ont assisté ou dans laquelle ils ont vécu. Et du coup, on va plutôt les qualifier de mauvais imageurs ou de pauvres imageurs. Donc, en fait, il y a une sorte de continuum qui fait qu'effectivement, il y a des variations interindividuelles. En revanche, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est de pousser ce continuum à l'extrême et de vouloir en faire un critère d'éligibilité à l'efficacité et à l'intérêt du travail. Donc souvent, on a coutume de se dire, un petit peu trop souvent, en tout cas je trouve, que le travail va être surtout efficace pour les bons imageurs. Alors c'est vrai d'une certaine manière, parce que comme leur représentation est plus riche, plus fidèle par rapport à la réalité, plus complète, ils vont en retirer davantage de bénéfices, probablement. En revanche, c'est faux de dire que ce sont les seuls qui vont pouvoir bénéficier de ce travail-là. On le trouve surtout dans le domaine de la clinique, en réalité, chez les patients. On a beaucoup cette logique de vouloir tester pour construire ce critère d'éligibilité-là. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui a des difficultés en imagerie, très rapidement peut les combler suffisamment pour pouvoir par la suite bénéficier du travail. Il suffit d'une petite familiarisation, de quelques séances. Il faut travailler sur ce que moi j'appelle les fondamentaux, ou les exercices de base qui permettent de développer ses capacités d'imagerie, et ça va niveler en quelque sorte les différences interindividuelles. Et je dirais que pratiquement tout le monde est susceptible de pouvoir bénéficier de l'imagerie, excepté les personnes qui pourraient avoir des difficultés à la compréhension des consignes ou des troubles mentaux qui font que la concentration, la capacité à se focaliser, à concevoir mentalement une situation devient difficile, ou les personnes qu'on appelle aphantasiques qui vont avoir des difficultés à générer des images en l'absence de l'information, et donc qui pourraient se retrouver en difficulté face à ce type de travail-là. Mais pour les autres, il n'y a pas de raison, en tout cas, de définir un critère d'éligibilité, même si c'est vrai qu'il y aura des variations interindividuelles et qu'on aura des profils de bons imageurs et des profils de moins bons imageurs. Ok, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous progresser à ce niveau-là. Et on progresse assez vite, d'ailleurs. On progresse assez vite, oui, je t'ai entendu le dire, et j'avais envie que tu le redises aujourd'hui pour nos amis musiciens. Justement, il y a plusieurs critères pour définir la qualité d'une image mentale. Est-ce que tu pourrais brièvement les résumer et ensuite expliquer, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui souffrent d'aphantasia qui n'ont pas d'image mentale? Parce que pour comprendre quoi que ce soit, on se fait des représentations, même fugaces. Alors, pour définir l'efficacité, alors pas l'efficacité, la précision de manière générale d'une représentation mentale, pour moi, il y a 4 dimensions qu'il va falloir observer. Il va y avoir la dimension de vivacité, c'est-à-dire la précision, la netteté de la représentation qu'on va construire. Si on est dans le sens visuel, par exemple, je vais être capable de visualiser avec des images de toutes les parties du corps bien précises, en couleurs. Je vais voir des choses relativement fines par rapport à la situation, du détail. Donc, je vais avoir une très bonne vivacité d'imagerie. Si j'ai une imagerie qui est très peu vivace ou très peu nette, je vais voir des formes peut-être plus en noir et blanc, plus floues, des formes générales où il y a certaines parties que je vais avoir du mal à construire. Et donc, finalement, je vais avoir une image qui rend un petit peu moins bien. Donc, c'est un peu comme quand on joue sur la modulation d'un contraste, quand on a une image et qu'on s'amuse à la rendre plus ou moins floue, plus ou moins nette. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est l'exactitude. L'exactitude, c'est le degré de fidélité par rapport à la réalité. Et c'est important parce que il y a des situations où on peut se permettre de faire de l'imagerie, voire de l'imaginaire, et donc évoquer des choses qu'on n'a pas forcément vécues, qu'on aspire, des choses pas forcément qui viennent défier les lois de la gravité et des capacités humaines, mais on peut se permettre d'imaginer des choses qui vont au-delà de ce qu'on est en mesure de faire actuellement. Et ça peut être très intéressant, mais c'est une forme de travail bien particulière. Ouais. Et il y a d'autres formes de travail où, au contraire, l'exactitude va être indispensable. Et il faudra que ce qu'on imagine soit vraiment le reflet exact de ce qui se passe dans la réalité. Sinon, il pourrait même y avoir des effets délétères au travail mental.
Et donc, du coup, cette exactitude, c'est vraiment la capacité à tenir compte des exigences spatio-temporelles de ce qui nous entoure, de ce qu'on est en train de vivre, du mouvement, de la situation, pour pouvoir les refléter mentalement. Et on peut tout à fait imaginer qu'on ait une imagerie qui soit vivace, donc extrêmement précise, mais pas fidèle par rapport à la réalité. Comme on pourrait avoir une image fidèle par rapport à la réalité, mais très peu nette, très peu vivace. Donc c'est vraiment deux dimensions qui sont très complémentaires, qui se chevauchent, mais qui sont néanmoins différentes. La troisième, elle est un petit peu à part, je dirais, on va plutôt parler du contrôle de l'imagerie. C'est la capacité à construire, à évoquer mentalement, un petit peu comme si on la posait devant son écran mental, comme si on construisait les sensations qui sont induites par le mouvement et qu'on les maintenait. Qu'on était capable du coup de les avoir, de les laisser perdurer, de les manipuler, de les transformer. Souvent, je prends l'exemple de quand on visualise à travers des images quelque chose, le voir sous différents angles, modifier certains éléments de la scène, redessiner le scénario. Ça nous oblige à avoir une part de créativité puis une part d'action en direction de ce qu'on évoque mentalement. Ça, c'est ce qui va caractériser le contrôle de l'imagerie. Et puis parallèlement à ces trois dimensions-là, il y a une quatrième dimension qui est arrivée un petit peu après, qui concerne peut-être davantage le mouvement dans l'approche liée à la motricité, et c'est la temporalité. La temporalité du geste qui va, dans certains cas, avoir une importance extrêmement importante. Ce sera indispensable d'être le plus juste possible et d'avoir ce qu'on va appeler une congruence ou une équivalence temporelle entre ce qu'on fait et ce qu'on vit, ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et puis, il y a d'autres cas de figure où ce sera complètement secondaire. Mais ça devient une dimension qu'on ne peut pas négliger, d'autant que les effets délétères ou contre-productifs, quand on ne s'en occupe pas ou quand on ne la contrôle pas, et qu'on laisse finalement la personne faire comme elle a envie de faire, il y a de vrais risques. Donc du coup, c'est une dimension à part entière qu'il faut avoir à l'esprit. Et avec ces quatre dimensions-là, on a on va dire un panel d'informations qui vont nous renseigner sur est-ce qu'on a une bonne visualisation ou une moins bonne visualisation. Et donc, je t'ai entendu dire plusieurs fois que la temporalité, justement, est très importante. Et c'est une question que de nombreux lecteurs m'ont posée, justement, c'est est-ce qu'on peut travailler un peu plus lentement, plus rapidement, ou est-ce qu'on peut accélérer la visualisation qui représente un mouvement précis? Ouais. Alors oui, c'est tout à fait possible. Et puis je reviendrai du coup derrière sur la fantaisie 1. Mais oui, comme on est sur ce problème de temporalité, en réalité, dès qu'on va être sur quelque chose qui relève de la maîtrise technique, c'est-à-dire dès que je suis en train d'apprendre un mouvement, d'affiner, d'automatiser un geste, d'ajuster de manière extrêmement fine les mouvements qui me permettent d'être efficace et de contrôler mon geste, ou d'être dans la correction gestuelle, en fait, dès que j'aborde finalement le résultat en termes de performance de ce que je veux faire, la temporalité est indispensable. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'être approximatif ou d'être dans l'imaginaire. On doit être dans une imagerie une visualisation très fidèle par rapport à la réalité, y compris sur le domaine temporel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en réalité, si je laisse, prenons l'exemple d'un musicien, puis je ferai le parallèle avec le sportif ou même le professionnel par la suite. Si je laisse un musicien imaginer qui est en train d'apprendre un mouvement au violon, mettons un violoniste qui apprend l'utilisation de son violon et qui est en train d'apprendre une séquence, si je le laisse s'imaginer spontanément, tout seul, comme ça, de son côté, au ralenti, le risque qui existe, c'est qu'il ralentisse le rythme d'exécution réel, qui diminue la vitesse d'exécution réelle, mais sans forcément en avoir conscience. Et ça, très souvent, ça se fait au détriment de la qualité technique. Alors on verra dans un deuxième temps qu'on peut aller explorer et utiliser ce ralentissement ou cette accélération. Mais il y a tout d'abord un risque. Et ce risque-là, il faut le contrôler. Et la première étape, même si ce n'est pas la toute première sur laquelle on travaille, puisque la qualité de l'imagerie vient avant, mais dès qu'on commence à aborder cette dimension temporelle, il faut que la personne, elle s'éduque, en quelque sorte, à être capable d'imaginer son mouvement ou la situation avec le respect de la temporalité et des exigences temporelles de ce que normalement il fait ou qu'il vit. Et ça viendrait qu'après, éventuellement, ralentir pour affiner la correcte conceptualisation, la programmation de quel ordre. C'est ça. Dans un second temps, je pense que on crée la réalité, on s'assure que la représentation, elle est correcte, elle est juste temporellement, elle est fidèle. On n'induit pas un effet délétère qui serait une détérioration du mouvement dû à une distorsion temporelle. Ouais. Et on se préserve du coup de ces effets-là. Et une fois qu'on est préservé de ces effets-là, on peut se permettre d'aller attaquer sur un cycle de travail donné. Tiens, maintenant je vais volontairement accélérer ou ralentir parce que ça va peut-être me permettre, je vais prendre quelques exemples après, ça va me permettre d'améliorer ma performance en jouant sur ce conditionnement mental qui est un peu plus facile à faire que ce qu'on fait physiquement. Donc pour moi, il y a vraiment deux étapes. Il y a cette première étape, et même cette première étape, j'ai envie de dire, on pourra peut-être l'occasion d'y revenir, elle va dépendre de la situation et de la personne. Chez les sportifs, elle est indispensable.
Première étape, tu voulais dire vitesse réelle Ouais, c'est ça, ou, l'équivalence quali- temporelle. Non, Ok, l'équivalence donc, temporelle, ouais. d'abord la qualité de l'image, on vérifie, on travaille à améliorer la capacité à visualiser. Ensuite, exécution à vitesse normale. C'est ça, Première la étape. première étape de la temporalité. Temporalité, ok. Et cette première étape de temporalité, chez les sportifs, ou dans une activité professionnelle où les mouvements sont extrêmement fins, où on n'a pas le droit à l'erreur, je prends souvent l'exemple des chirurgiens, par exemple, des interventions, voilà, là, c'est indispensable, il faut que la temporalité soit parfaite. En tout cas, qu'on s'en rapproche, parce qu'il y a plein de variables qui viennent polluer notre capacité à le faire, mais qu'on se rapproche de cette équivalence temporelle. Chez les musiciens, c'est un petit peu différent. Dans la rééducation, c'est un petit peu différent. Dans la rééducation, il n'y a pas de finalité de performance. On cherche à recouvrer des fonctions motrices. Donc du coup, qu'on le fasse en étant plus ou moins rapide ou plus ou moins lent, au final, ce qu'on veut, c'est récupérer physiquement, physiologiquement, retrouver de l'autonomie sur certains mouvements. Et donc du coup, la temporalité ne devient que secondaire. Chez les musiciens, tu dis? Alors, chez les musiciens, c'est un peu entre les deux. Est-ce que tu C'est-à-dire dirais que, musicien, ouais, alors, c'était pour le situer en fait entre les deux. D'accord. C'est-à-dire, chez les sportifs, c'est indispensable. En rééducation, ça l'est un petit peu moins. Et chez les musiciens, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une réalité du tempo, de la cadence, de la fréquence, de la vitesse. C'est une réalité. En revanche, chez les musiciens, ce tempo et cette cadence dictent le mouvement. Ça calibre véritablement tout ce qui va être fait en termes de mouvement et de performance. Alors que chez les sportifs, non. C'est un des paramètres d'exécution. Et donc, du coup, il y a une recalibration qui est beaucoup mieux maîtrisée chez les musiciens, qui d'ailleurs se permettent beaucoup plus, pour certains, de travailler en ralentissant sans que ça induise nécessairement un ralentissement du mouvement. Donc finalement, il y a une capacité peut-être à jongler un petit peu plus sur cette notion d'équivalence ou de non-équivalence temporelle chez les musiciens que chez les sportifs. Mais ça va encore dépendre des musiciens, parce que je discutais encore récemment avec un musicien qui m'expliquait qu'en fonction des instruments, c'est pas tout à fait vrai. Dans les instruments avant, c'est un petit peu plus problématique que sur les instruments à cordes, par exemple. Donc du coup, il va y avoir une souplesse pour moi chez les musiciens. C'est ça. On peut moins se permettre de moduler la vitesse avec le souffle que quand on est sur un autre instrument, comme le piano, par exemple, ou autre. Et donc du coup, je pense que il y a une sécurité supplémentaire. En tout cas, chez pas mal de musiciens, parce que cette cadence et ce tempo sont vraiment un des éléments qui dictent la performance et qui a cette recalibration un peu automatique. Et du coup, ça le préserve un petit peu plus, le musicien, par rapport au sportif, des effets délétères qu'on pourrait enregistrer, excepté peut-être sur ces outils, sur ces instruments avant. Je suis pas certain d'avoir compris. Donc chez les musiciens, vu que la cadence et le tempo fait précisément partie de la performance, on peut moduler, comme tu le disais. Et chez les sportifs, ça voudrait dire que la performance dépend d'autres variables et que l'exécution précise de gestes à certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, la place de la temporalité est moins prépondérante et moins à l'origine de ce qui va découler. C'est-à-dire que le moindre écart en termes de tempo, de rythme, le musicien va tout de suite le percevoir, va tout de suite le corriger parce que ça s'inscrit vraiment dans l'exécution en tant que telle. Alors que le sportif va beaucoup moins en avoir conscience et en fait, il va intégrer un nouveau tempo mais sans avoir le sentiment de moduler la vitesse d'exécution. Donc il va plus le subir alors que le musicien va plus le contrôler. Et ce surcontrôle ou cette capacité à mieux le maîtriser fait que du coup, il va moins s'exposer à des risques de contre-productifs, délétères ou de modulation involontaire de la temporalité du geste. Et une fois qu'on a cette équivalence, une fois qu'on a contrôlé, donc qui est un peu mieux maîtrisé, encore une fois, souvent chez les musiciens, on ne va pas faire de généralité non plus, mais une fois qu'on a cette équivalence, là, ça devient intéressant de se dire, OK, puisque la vitesse du mouvement imaginé ou la vitesse de ce qu'on imagine a une influence sur ce qu'on fait réellement, on peut chercher à l'exploiter et à l'utiliser. Donc par exemple, on va facilement ralentir sa représentation mentale pour faciliter un élément correctif, ajuster, modifier un petit truc inapproprié dans la séquence. À l'inverse, on va peut-être chercher à accélérer certaines parties pour gagner un tout petit peu en vitesse d'exécution. Alors on ne va pas gagner en vitesse pure, mais on va gagner dans la mise en action ou dans la transition entre différentes phases. D'anticipation. Donc, voilà, on va du coup avoir au final, si on enregistre une durée, on aura une vitesse qui sera un tout petit peu plus élevée, une durée qui sera un petit peu plus courte. Et donc ça peut être intéressant parce que mentalement, c'est facile à faire, alors que physiquement, c'est très dur. C'est comme quand on corrige un geste. Tout ce qu'on fait, généralement, on l'a automatisé. Et l'automatisme a vraiment cette caractéristique de devenir imperméable à tout parasite externe, à toute distraction externe, pour qu'il puisse justement rester robuste et se dérouler tel qu'on l'a automatisé. Donc du coup, quand on veut corriger ou moduler, on est obligé de désapprendre pour réapprendre. Et ça, c'est extrêmement lourd techniquement, physiquement, ça prend du temps, alors que mentalement, c'est simple. Et c'est un petit peu le même raisonnement quand on veut moduler la vitesse.
comme on a automatisé un rythme d'exécution, mais qu'on veut chercher à modifier ce rythme d'exécution-là, souvent, il a tendance à sortir tel qu'on l'a mémorisé et automatisé. Alors que mentalement, on peut se conditionner justement à accélérer un petit peu ou à ralentir un petit peu pour se préparer, conditionner le système nerveux à moduler la vitesse d'exécution et du coup, en tirer des bénéfices d'une modification volontaire de la durée du mouvement imaginaire. Donc, pour corriger un geste, c'est important de passer, ça serait judicieux de passer d'abord par une représentation mentale C'est ça. qui la module pour corriger. Par exemple, j'ai toujours fait un doigté et là, je vais changer le doigté et je l'ai répété des tonnes de fois. Donc, passer par la visualisation permettrait de faciliter cette transition Exactement. et cette reprogrammation. Exactement, motrice. c'est exactement ça. On a plutôt tendance à dire que lorsqu'on veut renforcer, automatiser, on répète des gammes, on va mettre l'imagerie plutôt après ce qu'on vient de faire. Ça permet en le corrigeant, si toutefois ça a été raté, parce qu'on peut faire de travail mental sur du négatif, mais on va le faire plutôt après, ce qui permet de renforcer. C'est un peu comme si, je simplifie, on faisait un essai supplémentaire, à l'exception que ça ne débouche pas sur l'exécution de la situation du mouvement. En revanche, quand on veut corriger, on va plutôt le faire avant, effectivement, pour faciliter, se conditionner et rendre un petit peu plus simple tout le processus qu'on va mettre en place de reprogrammation gestuelle au niveau technique, au niveau physique, pour amener la modification et l'installer définitivement. Quoi qu'il en soit, si je comprends bien, c'est vraiment, et ça fait plaisir de l'entendre, très important de bien apprendre plutôt que de corriger. On gagne un temps fou en prenant le temps d'aller très lentement pour être sûr de faire les choses dans le bon ordre, que de corriger après, parce que ça fait double travail, triple, ou des habitudes qui sont toujours entre les deux. La correction est très lourde. La correction est très lourde. Dire directement. Voilà, donc prenez le temps d'assimiler les choses progressivement et de les apprendre le plus parfaitement possible, de manière la plus appropriée possible, plutôt que de vouloir brûler les étapes à faire assez vite et de devoir désapprendre et réapprendre un certain nombre de fois, ce qui va être compliqué et ce qui va induire des contre-performances temporaires. Et voilà, c'est un processus qui est long et qui est lourd et qui est complexe. Merci, ça fait tellement du bien. Vous entendez. Justement, pour la visualisation, quand des personnes ont du mal à visualiser, il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas avoir d'image mentale. Est-ce qu'elles sont aphantasiques et qu'est-ce que la fantasia? Alors, je vais dissocier les deux processus. Il va y avoir des personnes qui vont avoir des difficultés sur une forme d'imagerie ou plusieurs. Si on prend l'exemple du sens visuel, on peut avoir des personnes qui vont être en difficulté pour correctement visualiser, voir les différentes étapes de leur mouvement, ou même simplement quand on demande d'imaginer un objet ou une personne. Avec des variations à l'intérieur de ça sur le côté associé ou dissocié, donc plutôt à la première ou à la troisième personne. On parle aussi d'imagerie interne ou d'imagerie externe. Et on a des profils, on a des préférences, ce qui fait qu'on peut être à l'aise sur l'une, un petit peu moins sur l'autre, on peut être à l'aise sur les deux, et puis on peut être en difficulté sur les deux. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. J'en ai rencontré quand même déjà plusieurs qui vont être beaucoup plus sur les sensations, sur l'audition, mais un petit peu moins sur le sens visuel. C'est rare parce que généralement, les autres sens viennent par-dessus. Donc c'est pas fréquent d'avoir quelqu'un qui est en difficulté visuellement et à l'aise sur les autres sens. Alors que l'inverse est beaucoup plus vrai. Ça, ce sont des personnes qui simplement vont avoir une préférence sensorielle et le travail de familiarisation, les exercices de fondamentaux de base vont permettre de développer assez facilement la capacité à construire ces images-là et donc à utiliser l'imagerie visuelle. En revanche, chez les personnes aphantasiques, on est sur quelque chose de plus pathologique. Donc ça touche quand même 86% de la population, ce qui est quand même pas négligeable. Et là, ce sont des personnes qui n'ont pas la capacité, qui ne parviennent pas à construire l'image mentale de quelque chose. Si on leur demande de penser à un objet ou à une situation, ils sont incapables de construire l'image de cet objet-là. Ce qui est assez paradoxal, alors je ne suis pas un spécialiste de la fantaisie, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que la plupart des personnes qui souffrent d'aphantasie ne le savent pas, n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que pour elles, comme elles n'ont jamais construit ces images mentales, ces représentations mentales-là, c'est de l'ordre naturel des choses et quand elles le découvrent, quand elles le conscientisent, elles se rendent compte finalement du manque qu'elles peuvent avoir de ce point de vue-là par rapport aux autres, mais ce n'est pas quelque chose qui les avait perturbées au préalable. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup la vision, mais pas que. C'est-à-dire que chez ces personnes, et on n'a pas encore forcément la solution pour pouvoir contrebalancer, la familiarisation ne sera pas forcément suffisante pour pouvoir arriver à créer les images mentales. On ne connaît pas encore très bien les processus qui sont à l'origine de ça, d'autant qu'il y a des formes qui sont très mixées. Il y a beaucoup de personnes aphantasiques qui souffrent je crois que les derniers chiffres que j'avais lus, c'était de l'ordre de 97%, qui souffrent de troubles sur un autre sens, et d'autres qui souffrent de troubles sur plusieurs autres sens.
Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez complexe, qui est assez variable, je pense, en fonction du profil des personnes aphantasiques, et qui se généralise sur plusieurs fonctions mentales. L'imagerie ou la visualisation en est une, mais pas que. Voilà. Alors, il semblerait que sur le plan spatial, me semble-t-il, ils conservent certaines capacités, mais par contre, sur le plan de l'évocation mentale en tant que telle, ils sont en difficulté. Alors, j'ai besoin qu'on fasse une précision parce que j'ai croisé des tonnes de gens qui pensaient pas pouvoir faire des images mentales. Et donc, je pense que c'est important que tu clarifies parce que souvent, les personnes, quand elles pensent pas avoir d'image mentale, moi, je leur demande est-ce que vous pouvez boire un kiwi? Elles voient le kiwi. En général, le kiwi, il n'y a pas d'enjeu. Parce que ces personnes ont une croyance, on en parlera des croyances autoréalisatrices, entre guillemets. Donc, les personnes pensent qu'elles sont mauvaises imageuses. Et donc, forcément, quand elles essaient de faire le processus, ça marche moins bien. Et avec un kiwi, comment diagnostiquer, entre guillemets, si possible, vraiment de manière très probante, le fait d'être aphantasique ou pas, selon toi? Alors, je pense qu'il existe des tests ou des approches un peu spécifiques qui permettent de caractériser les signes de la fantaisie. Après, si on veut raisonner sur, parce que je ne connais pas forcément ces outils-là, mais si on veut raisonner sur une manière très simple face à une personne, ce que tu décris comme la personne a des difficultés à imaginer la séquence avec laquelle je veux travailler sur son instrument ou dans son activité. En revanche, quand je pars sur quelque chose où il n'y a plus cette finalité de performance ou cette attente ou ce sentiment de devoir contrôler, mais que je passe sur un objet, une personne, un visage, un animal, là, la personne y parvient. Si la personne y parvient, c'est qu'a priori, il n'y a pas de trouble lié à la fantaisie. Une personne aphantasique, si on lui demande d'imaginer un éléphant, elle sera incapable de construire l'image mentale de cet éléphant-là. Donc du coup, ça peut être un signe qui nous aiguille sur le fait que, à partir du moment où les capacités résiduelles sont là sur des objets ou des choses qui n'ont pas de symbolique particulière ou de finalité particulière, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à le faire sur ce qui concerne l'élément que veut travailler la personne. Et dans ce cas-là, on va vraiment rentrer pour moi justement sur la très grande importance des fondamentaux et des exercices de base qui vont permettre justement de développer ces premières capacités initiales pour avoir des fondations suffisamment solides et pouvoir les utiliser derrière dans la pratique quotidienne ou routinière, et en même temps de rendre les protocoles qu'on pourrait trouver de visualisation beaucoup plus simples, puisqu'ils seront construits en réalité sur tous ces fondements-là. Alors, ne vous croyez pas trop vite aphantasique. Si vous pouvez imaginer un kiwi, voir de manière fugace une image, c'est que très probablement vous ne l'êtes pas, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, quand on fait un travail de découverte avec des personnes, on présente ce que c'est que l'imagerie, on leur demande d'imaginer un certain nombre de choses, très souvent on se rend compte que le simple fait de le faire une fois, deux fois, sur 2-3 éléments différents, c'est déjà un travail de familiarisation qui permet de développer les capacités vraiment initiales, qui permet même d'enrichir, si on le fait sur les différents sens, la capacité à correctement imaginer une séquence. Donc du coup, on est assez vite fixé finalement sur nos premiers pas. On est assez vite renseigné sur notre capacité et sur l'évolution de cette capacité qui va être assez rapide. Avant de parler plus précisément des quelques étapes de familiarisation, parce que beaucoup de lecteurs m'en ont parlé, c'est quoi, quelle routine, combien, comment commencer? Avant de parler de tout ça, est-ce qu'on pourrait évoquer ce concept d'équivalence neurofonctionnelle et d'efficience neurale? Alors j'ouvre une petite parenthèse, certains lecteurs m'ont aussi demandé des choses à ce sujet-là. Donc est-ce que tu peux définir l'équivalence neurofonctionnelle, s'il te plaît? Alors l'équivalence neurofonctionnelle, c'est le fait que lorsqu'on imagine, je vais prendre l'exemple d'un mouvement parce que c'est très parlant, lorsqu'on imagine un mouvement, on va solliciter les régions du système nerveux de manière assez comparable, assez semblable, c'est pas exactement la même chose, mais fortement comparable à ce qu'on va observer lorsqu'on fait ce mouvement-là. Donc en gros, on va avoir des configurations d'activation cérébrale, des régions qui permettent de préparer le mouvement, de l'exécuter et de le contrôler, qui vont également être recrutées et sollicitées lorsqu'on imagine le mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équivalence neurofonctionnelle. Alors, c'est pas simplement une analogie, on va dire, une sorte on pourrait pas parler de tonicité, mais c'est pas juste une activation qui ressemble à la même chose. C'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est-à-dire que si on imagine des mouvements des doigts ou des mouvements des pieds ou des membres inférieurs, on va pas simplement activer les régions motrices, on va aller activer les populations de neurones qui sont normalement responsables et dédiées au contrôle moteur des mains ou des membres inférieurs. Donc on a quelque chose de très spécifique qui reflète en quelque sorte l'organisation du cortex moteur primaire, ce fameux homonculus, cette somatotopie qu'on a où toutes les parties du corps sont représentées de manière disproportionnée. Et derrière, ce qui va s'installer sur la durée, c'est que la plasticité cérébrale, à force de travailler mentalement, qui va s'opérer,
sera la même que ce qu'on va observer lors de l'entraînement physique. Donc on va moduler le cerveau, le système nerveux, de manière comparable, et on va construire une sorte de mélodie neuronale qui va être sensiblement équivalente lorsque je m'entraîne physiquement et lorsque je m'entraîne mentalement. Maintenant, il y a quand même des différences. Il y a des différences, ce qui fait que l'intensité de l'activation n'est pas la même, hein. Ça ne débouche pas sur l'exécution déjà, donc on a une forme d'inhibition de la commande motrice ou de facilitation incomplète. On n'a pas exactement l'équivalent. La même que quand on dort? Non. C'est pas la Non, c'est différent. des- Non, c'est différent le sommeil a une signature particulière, l'imagerie aussi. Là, on va avoir en fait une intensité qui est de l'ordre d'à peu près de 30%. Si on prend l'exemple du cortex moteur primaire, on a à peu près 30% d'activation en imagerie par rapport au mouvement réel. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne débouchera pas sur l'exécution parce que c'est inhibé ou que c'est facilité de manière incomplète. Ok. C'est d'ailleurs souvent, très très souvent, je parle de cette un petit peu abus de langage où on dit qu'on ne fait pas la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on Je le imagine. dis tout le temps. Mais c'est pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sollicite le système nerveux de manière comparable, finalement, oui, c'est presque comme si on faisait un essai supplémentaire, hein, en simplifiant à l'extrême, sauf que ça ne débouche pas sur l'exécution. Mm. Et puis après, on l'a vu, il y a des centaines de travaux qui montrent qu'il y a des différences en fonction de ce qu'on va imaginer, de comment on va imaginer, de la vitesse à laquelle on va imaginer. On a une grosse base commune, c'est cette équivalence neurofonctionnelle. Et puis à côté de ça, on a des spécificités qui reflètent un petit peu plus le sens qui est privilégié pendant l'imagerie, la vitesse à laquelle on imagine le mouvement, l'intensité qu'on met dedans. Voilà, on aura une modulation qui fait qu'on peut à la fois renforcer l'existant et donc contribuer à l'automatisation du geste et à son apprentissage, et en même temps le moduler sur des aspects un petit peu plus subtils qui peuvent laisser envisager ou présager de pouvoir le transformer. 30%, c'est pas beaucoup pour certaines personnes pourraient se dire. Et pourtant, il y a quand même des effets très concrets en termes d'amélioration de l'apprentissage. Il y a des études là-dessus. Enfin, donc Oui, 30%, complètement. C'est pas vrai beaucoup, que c'est assez paradoxal. Et c'est marrant parce que l'intensité est moins élevée, mais la plasticité cérébrale est la même. Et parfois, en termes de comportement, alors les effets, quand on s'entraîne que mentalement, sont inférieurs à ceux qu'on a quand on s'entraîne physiquement, hein. L'intérêt, c'est la combinaison des deux. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a des progressions et cette évolution de la plasticité cérébrale alors que les intensités sont moindres et qui parfois amènent à des gains de performance qui sont assez conséquents. Donc c'est assez paradoxal, effectivement. Alors, il y a d'autres paramètres, c'est-à-dire qu'on va également augmenter l'excitabilité cortico-spinale. Il va y avoir des modifications également, même au niveau spinal, au niveau des circuits dans la moelle épinière, au niveau de la moelle épinière. Donc tout ce qui va être dans les circuits inférieurs du système nerveux central. Et malgré, on va dire, ce degré toujours moins actif ou moins intense pendant l'imagerie, on observe des gains de performance qui parfois sont quasi équivalents. Donc c'est assez paradoxal. On n'a pas forcément l'explication aujourd'hui. On pourrait être tenté de se dire, tiens, si moi j'arrive à activer à 50% quand je fais de l'imagerie, est-ce que je peux pas en gagner encore plus? Voilà, c'est pas un raisonnement qui est binaire de cette manière-là. Oui. Mais ce déficit de 70% d'activation, ce qui est pas négligeable malgré tout. Pas un déficit d'apprentissage. Non, j'entre pas un déficit d'apprentissage, c'est ça. Est-ce que ça pourrait venir du fait qu'il faut vraiment se concentrer pour faire de la visualisation, que c'est un vrai travail où il n'y a plus de perturbations extérieures finalement, donc avec juste une intensité de concentration et de définition des intentions, eh bien, c'est comme si cette énergie ne se dispersait pas dans le mouvement et dans peut-être des gestes parasites ou des commandes parasites. Alors, est-ce que c'est à l'origine de ces gains-là? C'est difficile à dire. En revanche, c'est une réalité. Et tu parlais de l'efficience neurale, on retrouve ce processus d'efficience neurale, hein. Donc, l'efficience neurale, c'est le fait qu'en réalité, on a un comportement qui est meilleur, qui est plus automatisé, qui est plus rapide, qui est plus fluide, qui est moins coûteux, mais on descend d'un niveau de contrôle. C'est-à-dire qu'on libère les structures corticales qui sont à l'origine vraiment de la mémorisation et du contrôle d'un mouvement quand il est en cours d'apprentissage. Puis une fois qu'il est automatisé et qu'on l'améliore, on redescend d'un niveau de contrôle, ce qui fait qu'on les libère, elles, pour aller faire autre chose. C'est ce qui nous permet de pouvoir aller prendre des informations sur l'environnement en parallèle, de traiter davantage d'informations, de répondre correctement aux situations de double ou de triple tâche qu'on est amené à vivre. Et du coup, quand on regarde ça à l'échelle de la cartographie cérébrale, du coup, les activations chez un expert pour un mouvement qui est mieux contrôlé sont moindres que les activations qu'on observe chez un débutant qui, elles, sont plus diffuses, plus importantes. Donc, c'est ça qu'on appelle l'efficience neurale, c'est un meilleur mouvement à moindre coût cognitif, donc c'est doublement plus efficace, en quelque sorte. On garde quand même à l'esprit qu'il y a moins d'activation, hein, c'est moins diffus, les réseaux sont moins étendus. Par contre, c'est beaucoup plus focalisé et il y a certainement plus d'activité et d'intensité dans les régions importantes. Alors que chez le débutant, c'est un petit peu plus diffus
Et il n'y a pas forcément Super. ces activations systématiques dans les régions importantes. C'est ce que tu disais dans le reportage sur Arte, sur la préparation mentale, qu'on pouvait distinguer un cerveau expert d'un cerveau moins expert. Exactement. C'est l'efficience neurale est le signe du cerveau expert, d'une certaine manière. Ouais. Et alors, si on a des problèmes de visualisation, est-ce qu'on peut devenir expert? Est-ce qu'on peut devenir un sportif de haut niveau, un excellent musicien, alors que finalement, quand on essaie de se représenter à travers les différents sens, toucher, ressenti, mouvement, enfin, tout ce qui est proprioceptif, kinesthésique, et puis visuel, et même auditif, parce que le son compte, ça fait un feedback, est-ce qu'on peut devenir un très bon musicien ou un très bon sportif, alors qu'on n'arrive pas à avoir une correcte représentation temporelle, par exemple, du mouvement? Ouais, alors c'est une bonne question, c'est une question piège. Parce que j'ai envie de répondre à J'en la avais fois une. par oui et par non. En fait, si on le prend de ce point de vue-là, c'est-à-dire que si on part de la nécessité, à un moment donné, de se projeter mentalement sur ce qu'on va faire, de le maîtriser, de le contrôler mentalement, donc c'est une forme d'imagerie, c'est une forme de visualisation, le côté temporel est un très bon exemple également. C'est vrai que si on a un déficit à ce niveau-là, on se dit qu'à un moment donné, ça va soit induire des perturbations, soit nous empêcher d'optimiser au mieux l'apprentissage et la maîtrise du mouvement. Donc ça pourrait être un frein, effectivement, ou un verrou à surmonter pour pouvoir vraiment atteindre un niveau d'excellence et être capable vraiment d'être le plus performant possible. Et puis en même temps, ça reste la visualisation ou l'imagerie, quand on le fait dans le cadre d'une préparation mentale ou d'un entraînement, ça reste un outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'atteindre un certain nombre de buts complémentaires et différents, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que il faut pas le voir comme c'est mieux que faire d'autres types d'approches, d'autres types de préparation mentale. C'est différent, c'est complémentaire. Moi, j'aime bien le côté très transversal de l'imagerie parce que c'est quelque chose qui se suffit à elle-même. C'est une technique qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'on peut travailler en imagerie simplement. Et puis, c'est également une technique qu'on retrouve dans plein d'autres outils et qui s'intègrent, que les autres techniques s'approprient. Et donc, du coup, il y a ce caractère transversal que j'aime beaucoup. Mais ça reste un chemin, ça reste un outil. Et il y a d'autres manières d'arriver certainement au même but en utilisant d'autres outils. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un prérequis indispensable et que je peux tout à fait concevoir que quelqu'un qui ait des difficultés à imaginer un mouvement soit un sportif de très haut niveau. D'ailleurs, j'en ai déjà rencontré des sportifs qui étaient dans les équipes de France et qui n'avaient pas une capacité d'imagerie extrêmement importante ou démesurée, qui avaient une difficulté à conserver la temporalité du geste. Ça l'empêchait pas d'être un sportif de haut niveau. Ok. Donc je ne pense pas que ce soit une relation de cause à effet. Si et seulement si, sinon il n'y Voilà. a pas de fantaisie. En revanche, je pense que c'est un élément qui peut être Très utile. une difficulté ou un obstacle, comme ça peut être effectivement un élément qui peut être un booster et une manière d'atteindre la performance de très haut niveau. Parce que tu parlais de préparation mentale là, à la fin de la réponse, parce qu'on peut faire de la visualisation pour se préparer mentalement. Et là, en termes d'apprentissage aussi. Et j'ai abordé plutôt la question sous l'angle de l'apprentissage. Quand quelqu'un a du mal, est-ce que ça sert quand même? Parce que moi, il y a des moments, au départ, j'avais beaucoup de mal, je me suis amélioré, puis il y a des processus qui existent, et tu vas nous en parler. Mais même des fois, quand le geste n'était pas précis dans ma représentation, dans l'exécution, il était plus fin et meilleur. Quand j'avais pris le temps d'essayer avec une image grise, fugace, et l'exécution était quand même meilleure. C'est curieux parce que pour le coup, ma visualisation était de mauvaise qualité. Ouais, c'est vrai, c'est assez déconcertant, mais c'est aussi une des raisons qui fait que, parce que ça marche dans les deux sens, et qui fait que c'est intéressant chez des débutants, parce qu'il y a une manière de penser qui est de dire, tant que ma représentation mentale n'est pas bonne, n'est pas juste, n'est pas parfaite, je ne vais pas en tirer forcément les bénéfices, je ne maîtrise pas encore le mouvement, donc ce n'est pas forcément utile. Mais en fait, la pente de progression est tellement rapide au départ que même s'il y a un peu d'approximation, on va jouer sur cette pente de progression-là et on va encore accélérer le processus d'acquisition, de mémorisation et d'ajustement, on va dire, progressif de la motricité. Et c'est vrai que on cherche à ce que la représentation soit la plus juste, la plus fidèle possible, la plus exacte, pour qu'on en tire un maximum de bénéfices. Mais le processus, les bénéfices qui vont être induits par le travail mental n'ont pas forcément besoin d'attendre d'être arrivés vraiment à la représentation parfaite. Et le fait d'avoir une représentation qui est approximative, mais qui nous permet, à un moment donné, d'attirer la conscience sur certains éléments du mouvement, de davantage prendre en considération ces informations-là, donc de du coup mieux les intégrer, peut-être mieux les reconnaître ou les utiliser en situation réelle également, qui vont nous donner également des aperçus un petit peu plus globaux de la motricité et pas simplement sur les éléments très techniques, mais qui vont nous permettre du coup d'appréhender la manière de faire. Ces éléments-là vont aussi contribuer à améliorer la performance. Et donc du coup, même si l'imagerie n'est pas parfaite, entre guillemets,
il y a des éléments et cette focalisation attentionnelle que ça induit dans la construction, dans cette forme d'émulation et de simulation, c'est quelque chose qui va contribuer au processus d'amélioration et d'apprentissage. Et ça explique certainement pourquoi j'ai une imagerie qui est imparfaite, j'ai encore des choses un peu approximatives, mais j'en retire quand même déjà des bénéfices. Ok. Et donc, on mobilise les différents sens. Il y a certaines personnes qui visualisent plus mentalement, d'autres qui ressentent. Est-ce que la proprioception, donc cette capacité à sentir ce que font nos mains sans nos yeux quelque part, est-ce que notre but, c'est d'apprendre à voir sans les yeux? Je t'ai entendu dire que quand on progressait dans une compétence, on passait justement du sens visuel au sens proprioceptif. Et on commence à pouvoir ressentir ce qui se passe sans regarder, donc on se libère de l'attention. Et est-ce que le but, quand on visualise, c'est de passer de l'un à l'autre ou pas forcément? Pas forcément, et même, alors, non, pas forcément. C'est une idée un petit peu reçue qu'on a, qui est dictée justement par ce que tu disais, cette évolution du contrôle moteur que l'on a. Et ça nous amène à penser que ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique, cette capacité à apercevoir, à ressentir les sensations induites par le mouvement, même en l'absence de vision, ce serait un peu la version 2.0 de l'imagerie visuelle, ce serait un ton au-dessus. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qui enrichit la plupart du temps notre capacité d'imagerie, donc son efficacité. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié de manière assez universelle. En revanche, l'erreur, c'est de penser qu'on va passer du visuel au kinesthésique. Et ça, c'est donc dicté par l'apprentissage moteur. Parce que quand on automatise le geste, on passe du contrôle visuel au contrôle proprioceptif. Moi, je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Mais quand on apprend à dribbler au basket, on a besoin de regarder son ballon. Sinon, on va le perdre un certain nombre de fois. Donc, on est focalisé que là-dessus. Tout ce qui est autour n'existe pas. On est incapable de le prendre en considération. On a un effet tunnel vraiment focalisé sur le ballon. Et puis, au fur et à mesure, on apprend à le maîtriser de manière proprioceptive, tactile. Et au bout assez rapidement même, on n'a plus besoin de le regarder pour contrôler le geste, être capable de dribbler. Et là, hop, on libère le regard, on regarde ce qui se passe à côté. C'est le reflet comportemental de l'efficience neurale, ça d'ailleurs, puisqu'on libère les structures corticales pour aller voir ce qui se passe. Et donc du coup, on devient plus efficace grâce au contrôle proprioceptif. Et si on transpose ça à l'imagerie, on se dit, c'est pareil. Donc au début, il faut que j'imagine de manière visuelle, et puis que je fasse évoluer vers l'imagerie kinesthésique, où là, on est vraiment sur le sens, la proprioception, cette version 2.0, cette capacité-là. Sauf que dans le cas de l'imagerie, ça devient un plus et non pas un substitut. On n'a aucune raison de se priver du visuel. Absolument. Non, bien sûr. Dans la pratique réelle, le visuel, on l'utilise toujours pour faire autre chose. Puis quand on a besoin, on refocalise son attention sur le ballon. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est super intéressant et vraiment, c'est quelque chose qu'on va chercher à développer, cette maîtrise des sensations, cette appropriation de la proprioception et de l'imagerie kinesthésique. Mais en revanche, ça vient en plus de l'imagerie visuelle et on retombe sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que à part dans les exercices de base où on se permet d'isoler souvent les sens les uns par rapport aux autres, après, on fait du multisensoriel, on fait du multimodal. Oui, parce qu'on vit en multisensoriel. Ça. Et donc, l'efficience neurale, c'est ce qui explique que par exemple, quand on apprend à conduire, à un moment, on peut commencer à changer de vitesse en parlant, en regardant dans le rétroviseur alors qu'au départ, on est en train de paniquer quand on va appuyer sur l'embrayage. C'est un très bon exemple aussi. Voilà. La conduite automobile, c'est de l'automatisation à mort, motrice comme sur de la prise d'information. Donc c'est un très bon reflet, oui, effectivement, de comportements automatisés de manière presque exagérée, mais qui nous permet du coup de faire plusieurs choses en même temps et d'être efficace à moindre coût cognitif. Oui. On libère de la mémoire de travail, je dis Exactement. Ça en rigolant, je dis on libère de la RAM tout le temps quand on automatise. Et donc justement, vis-à-vis de cette automatisation et dans l'image mentale, les musiciens, on doit faire souvent avec les deux mains des choses différentes, très fines, et souvent c'est compliqué de faire même les deux mains en même temps, des choses très fines. Est-ce que ça reflète un manque d'intégration de globalement ce qu'on doit faire avec les deux mains, ou est-ce que c'est juste le fait que c'est compliqué de développer un niveau de précision en imagerie motrice qui est suffisant pour commencer à très précisément se représenter une symphonie avec nos deux mains, de mouvements très fins, très précis. Ouais, c'est Par rapport aux sportifs. C'est une super question. Il y a plusieurs éléments. La première, c'est que déjà, on est sur de la motricité qui est électriquement très fine et sur des paramètres qui posent problème au système nerveux en termes de coordination, de programmation. Donc, c'est quelque chose de complexe, ce travail bimanuel dissocié en quelque sorte, où chaque main va faire des choses différentes, à des vitesses différentes, sur des structures différentes. Et donc, du coup, ça nous oblige à construire quelque chose avec une dextérité qui est assez fine et assez énorme. Et même en imagerie, ça, c'est quelque chose de difficile. Et ça me fait penser à un truc, c'est qu'en fait,
en imagerie, il y a peut-être un élément supplémentaire qui pourrait différencier, ce serait intéressant à étudier, je ne sais pas trop comment, mais ce serait intéressant à étudier par rapport à la motricité réelle, c'est que je pense que cette désynchronisation du mouvement de chaque main lorsqu'on joue sur un instrument comme le piano, par exemple, ce qui est très simple, est beaucoup plus difficile à faire simultanément en imagerie que de le faire réellement en physique. C'est-à-dire qu'autant le cerveau va avoir la capacité à dissocier, envoyer des commandes distinctes pour pouvoir faire ces mouvements-là de manière très fine et simultanée, autant en imagerie, c'est un petit peu comme si on avait un processus qui était un petit peu plus global et que finalement, dissocier au même moment les deux mains qui renvoient des informations différentes, potentiellement, parce qu'il n'y a pas de réinférence en réalité, mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat et je pense que ça pose davantage de problèmes dans la version simulée que dans la version réelle. Et du coup, c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on va porter son attention sur une des mains pour créer les sensations, chercher à les réévoquer, bien visualiser, et que du coup, ça nous laisse de côté un petit peu l'autre main, davantage que quand en réalité, on arrive à contrôler les deux mains dans la motricité réelle. Et donc ça pose une difficulté supplémentaire, mais si c'est suffisamment automatisé, là à un moment, si nos deux mains sont très claires, on peut les associer dans l'imagerie motrice. Oui, on pourra les associer. Mais c'est vrai que dans la phase d'acquisition, c'est quelque chose qui peut peut-être demander davantage de temps ou qui va nous orienter un peu plus sur l'une ou sur l'autre de manière consécutive et pas simultanée. Ouais. Parce qu'en plus, certains instruments, on fait des choses comme à la guitare, nos mains ne font pas la même chose dans le même ordre. Et je t'ai entendu dire, parce que j'ai écouté beaucoup des interviews récemment, une façon d'améliorer la visualisation, donc c'est de regarder en même temps qu'on imagine. Et j'aurais des questions là-dessus parce que c'est prometteur, mais il y a comment le mettre en pratique pour un musicien qui, sachant qu'on voit l'opposé. Et donc tu disais que quand on essaye d'imaginer un mouvement horizontal en voyant un mouvement vertical, donc je vois quelqu'un qui fait quelque chose de vertical, j'essaie de le faire horizontalement, ça commence à troubler le système nerveux, ça commence à être compliqué. Et il y a des instruments, on fait des choses différentes des deux mains. Donc imaginer mentalement des choses différentes avec les deux mains, c'est vraiment ça serait un peu le challenge suprême pour de la visualisation. Ouais, c'est très compliqué parce qu'il y a une forme d'interférence en quelque sorte sur cette capacité à se projeter dans ces plans d'espace qui sont différents. Et je pense que ce serait intéressant de questionner des personnes justement spécialistes de ces disciplines-là. Il est probable que quand elles imaginent le mouvement, elles aient un focus plutôt sur l'une ou plutôt sur l'autre, mais que si on leur impose véritablement d'imaginer les deux en même temps, ça puisse être quelque chose qui soit déstabilisant. Alors que dans le réel, on y arrive mieux. Alors que dans le réel, il y a un contrôle moteur qui est peut-être plus distribué, plus fin, que tu es davantage capable de faire de manière simultanée, même si ça reste quelque chose de plus délicat, hein, parce que l'exemple que prend, c'est notamment mon collègue Stéphane Vogt, qui travaille beaucoup sur cette notion, ils appellent ça le AOMI, hein, l'observation de l'action et l'imagerie mentale. Et en fait, quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas construit ces automatismes-là, faire ces mouvements-là dans les deux plans de l'espace, c'est quelque chose de différent. Parce que ça nécessite une coordination et une maîtrise de l'espace qui est pas facilement accessible. Donc même d'un point de vue moteur, c'est quelque chose normalement qui prend du temps à construire. Mais en imagerie, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une difficulté supplémentaire à le faire. Parce que les sportifs, finalement, c'est des mouvements peut-être moins fins sur les détails que les deux mains sur des petits traits, quoi. Enfin, quelque part, il y a... Ouais, on n'est pas sur les mêmes marqueurs peut-être de performance et ce côté-là de dextérité est vraiment accentué. Je ne veux pas dire exagéré, c'est une connotation un petit peu négative, mais qui est surexprimée, on va dire, dans la musique et dans la maîtrise des instruments. Ouais, complètement. Et alors, la question que tout le monde attend depuis tout à l'heure, comment quelqu'un qui a l'impression de ne pas bien visualiser pourrait progresser et qu'est-ce qu'il devrait faire dans les premières étapes pour se familiariser, comme tu en parlais? Alors, là, moi, ce que je propose généralement, c'est une sorte de protocole en 4 temps. Alors, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres choses qu'on peut faire en parallèle, il y a d'autres déclinaisons, mais déjà, cette logique-là, elle permet très souvent de régler les difficultés qu'on rencontre quand on n'a pas l'habitude ou quand on débute. La toute première chose, généralement, c'est de pratiquer. Voilà, le fait de pratiquer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire de la familiarisation. Je teste voilà, on peut faire ce qu'on appelle l'imagerie de découverte, on fait expérimenter à la personne les différents sens pour pouvoir évoquer mentalement un objet, une situation, un mouvement, et on lui fait faire à travers l'imagerie visuelle, l'imagerie kinesthésique, l'imagerie auditive, il va se rendre compte de sa facilité et difficulté. Si là il y a des difficultés, le simple fait de refaire cet exercice-là, une deuxième fois, de prendre un petit peu plus de temps, de le faire sur un autre élément ou une autre situation, c'est très souvent on va avoir des personnes qui vont nous dire « Ah ça y est, ça commence à venir, voilà, ça me demandait un petit peu de concentration, d'éliminer un peu toutes les pollutions extérieures. Et donc, du coup, je commence en fait à trouver les bases. Ça, c'est la toute première étape.
Et donc parfois, j'ai envie de dire, il suffit de pratiquer, ça permet de surmonter la petite difficulté de la nouveauté. Ouais. Quand ça, c'est insuffisant, on va commencer à mettre en place les fameux exercices de base, les fondamentaux, comme par exemple, une des premières manières moi, que je vais aller explorer, c'est, OK, tu es en difficulté pour imaginer un mouvement, mettons, qu'est-ce qui manque cruellement à l'imagerie? Son principal défaut, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune rétroaction, il n'y a aucun feedback, puisque ça ne débouche pas sur le mouvement. Donc du coup, je ne réalimente pas le cerveau et le système nerveux par ce qui se fait, je ne l'intègre pas, je ne peux pas en tenir compte sur les essais suivants, parce que finalement, ça ne débouche pas sur l'exécution. Il manque le retour où on aimait sans retour. Exactement. Et ça peut peut-être juste déstabilisant. Ça peut être une difficulté. Ouais. Okay. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du feedback. On va donner du feedback. Et là, on a plusieurs manières de faire. On peut le faire sous forme d'amorçage, c'est-à-dire qu'on va faire le mouvement ou le regarder si c'est sur le sens visuel. Puis tout de suite derrière, on va l'imaginer. Donc ça, on va nourrir l'imagerie de la mémoire immédiate et du feedback qui a été donné par la situation réelle d'observation. Ça pourrait être musical également au niveau auditif ou d'exécution. Et ensuite, on imagine le mouvement. Ça, c'est de l'amorçage. Si ça ne suffit pas, on peut commencer à synchroniser les deux. On va faire une synchronisation partielle. Par exemple, je vais dire à la personne, OK, tu vas commencer à regarder la vidéo et au bout de quelques instants, tu vas fermer les yeux, puis tu continues mentalement. Puis si tu sens que ça devient compliqué, tu peux rouvrir les yeux, hop, te réfugier un peu sur la vidéo. Donc de nouveau, t'alimenter du feedback. Et cette synchronisation-là, elle va faire qu'on va faciliter, on va guider en quelque sorte le processus de représentation. C'est la même chose sur le mouvement. Hein. On peut commencer à faire le mouvement, on s'arrête, on imagine le mouvement, puis on en fait un petit peu plus. Enfin, synchronisation. Le ressentir quand tu parles du mouvement. C'est ça, oui, on serait sur les sensations ici. Sur la vue et là, ou simplement se lever, le faire debout et moins assis déjà. On n'a pas la même orientation, on peut orienter le corps différemment. Enfin, il y a des choses qu'on peut commencer à avoir. Et puis, si ça ne suffit pas, on fait une synchronisation totale. La synchronisation totale sur le mouvement, c'est ce qu'on appelle l'imagerie dynamique. Alors normalement, ce n'est pas utilisé à des fins de développement ou de technique, c'est plutôt pour la confiance en soi. Mais vous avez tous déjà vu le skieur qui imagine son slalom, le sauteur en hauteur qui imagine sa course d'élan, la patrouille de France qui imagine le balai aérien. Et puis pour les plus anciens, Rasta Rocket, hein, quand ils sont dans leur baignoire, ils font une forme d'imagerie dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une imagerie qui est accompagnée d'un pattern moteur qui rappelle le mouvement. Ce n'est pas nécessairement la simulation du geste, mais c'est quelque chose qui rappelle et qui permet de calibrer. Et ça simplifie largement le mouvement. Et au niveau visuel, on retombe sur ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire j'observe et j'imagine en même temps. Là, je vais me nourrir vraiment du feedback visuel en même temps que j'imagine la chose. Ce qui pose d'autres questions conceptuelles sur le degré de congruence entre ce que j'imagine et ce que j'observe. On y reviendra peut-être. Si on voit en face, par exemple, un guitariste qui regarde un guitariste, il y en a qui lisent très bien, qui recopient très bien. Moi, quand je suis en face, mon cerveau il doit faire un double switch pour comprendre. Il y a l'effet miroir, il y a la... Et donc, je comprends pas ce que je vois alors que la personne elle est juste à ma droite. Je chope le geste en deux secondes. On peut jouer là-dessus. Ça pose même d'autres problèmes. C'est-à-dire, est-ce que j'imagine exactement ce que je suis en train d'observer? Est-ce que j'imagine une variante de ce que je suis en train d'observer, mais suffisamment proche pour que ça fonctionne? Ou est-ce que j'imagine quelque chose de complètement différent? Et là, ça interfère et on se retrouve un peu dans l'exemple de tout à l'heure avec ce qui est dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. Là, ça ne fonctionne plus. Donc, le degré, il n'est pas forcément évident à trouver. Le seuil n'est pas forcément évident à trouver. Ce qu'il faut, c'est pas trop s'éloigner de la situation qu'on observe pour pas que ça devienne concurrentiel, mais que ça reste complémentaire. Et donc ça, ce serait ma deuxième étape, pardon. C'est-à-dire que voilà, en donnant du feedback, on arrivera à développer un petit peu l'imagerie. Puis si ça suffit pas, ou si on veut varier, on va proposer d'autres exercices. Il peut y avoir ce qu'on appelle de l'imagerie explicitée, où on va faire verbaliser pour obliger à aller chercher des informations par effort cognitif. On lui demande vraiment, voilà, tu me décris tout ce que tu vois, mais que ce que tu vois. Il y a une étude là-dessus que j'avais trouvée qui... ce que tu dis, c'est de décrire ce qu'on voit, c'est ça. De décrire ce qu'on voudrait voir et ça facilite... Voilà, ça enrichit la mémoire sensorielle d'une certaine manière et ça la rend un peu plus disponible pour pouvoir construire sa représentation. On pourrait faire de l'imagerie appauvrie au contraire, c'est-à-dire partir du multimodal et puis retirer l'essence progressivement pour essayer d'identifier, ça se fait un peu moins fréquemment, hein. Oui, mais essayer d'identifier lequel, quand on le met, quand on l'enlève, pose problème, règle problème. Enfin, c'est plus pour identifier généralement des petites perturbations ou des difficultés. Et donc ça pourrait être, voilà, il y a plusieurs exercices de ce type-là, une troisième étape, une autre forme, voilà, pour développer les capacités. Et puis, souvent, je dis, si vraiment tout ce genre d'exercice ne permet pas de résoudre le problème, ça commence à devenir pénible pour le coup, parce que c'est quand même pas mal de choses, mais on a toujours la possibilité de décontextualiser. Et finalement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure en disant, OK, peut-être que finalement, le problème, il vient du fait que je suis trop fermé par rapport à c'est mon instrument, c'est ma performance, il y a la logique un peu compétitive derrière ou de réussite, de maîtrise, les attentes, etc. Donc finalement, j'arrive pas à me défaire de ça.
Et Ça ça pollue. m'accapare, ça me pollue et j'arrive pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on part sur complètement autre chose et on va faire ce que j'appelle de l'imagerie décontextualisée. Donc on va retravailler sur des sensations, comme on peut retrouver dans les protocoles de relaxation. On va travailler sur les capacités à chasser les manifestations physiologiques du stress, donc créer de la détente, des tensions, ce genre de choses-là. On va apprendre à moduler un son, mais pas forcément le son que l'instrument fait. On va jouer sur un son neutre, une chanson, n'importe On quoi. enlève l'enjeu. On enlève l'enjeu de Pression, performance et les attentes et on apprend à devenir une table de mixage. Et on s'amuse à moduler les graves, les aigus, faire véhiculer le son, augmenter l'intensité, la diminuer, etc. Donc on joue sur ces aspects-là. Et en fait, en développant ces aspects-là, de manière décontextualisée, on enrichit notre capacité à apprivoiser nos sens. Et ça, derrière, on retourne ensuite sur la situation avec l'instrument ou notre performance. Et là, on réinvestit ce qu'on a développé. Et normalement, avec tout ce genre d'exercice-là, vous devriez être capable de développer vos capacités d'imagerie. Hein. Et c'est vrai que j'ai souvent eu affaire à des musiciens qui avaient ce qu'on appelle un syndrome d'impuissance acquise, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment convaincus de ne pas pouvoir visualiser. Et ça les empêchait de juste faire des essais, ce que j'appelle sincères. C'est-à-dire qu'ils faisaient mentalement un effort, mais ils entendaient en même temps leur voix qui leur disait « laisse tomber, ça marche pas, c'est pas possible ». Mais cette voix, c'est la bande-son de ce qui se passe. Et donc, cette voix, elle colore complètement l'expérience, elle modifie les images qui pourraient apparaître. Ah, complètement. On est d'accord? Complètement. Et alors, cette notion d'impuissance apprise, cette notion de croyance autoréalisante, moi j'aime bien aussi le terme de prédiction, de réalisation automatique des prédictions, c'est souvent un concept que je défends. C'est oui, c'est une pollution. C'est une pollution qui est énorme. Alors, ça vient colorer un peu différemment. Ça attire sur un autre domaine d'application. C'est-à-dire que là, ce sont des choses qui relèvent plus de la personne, de l'individu, donc on les travaille un petit peu différemment. Mais psychologique c'est ça, c'est plus que sur la technique dimension que sur- psychologique en tant que telle. C'est un effet qui est indirect. Oui. C'est-à-dire que c'est une perturbation, c'est un verrou, et on va travailler davantage en fait sur ces aspects-là, sur les croyances, sur la capacité à se relaxer, sur la capacité à faire abstraction de cette voix intérieure. Voilà, on va trouver en fait des moyens indirects de mettre la personne dans les meilleures dispositions pour pouvoir être performante. Et ça nous permettra de combattre cette notion d'impuissance apprise, cette notion de croyance autoréalisante et tous ces verrous justement qui viennent complexifier encore, parce que c'est déjà complexe d'apprendre le mouvement et de le maîtriser, mais qui viennent complexifier par tous ces à côté-là notre capacité à être efficace. Et la première chose, si quelqu'un a vraiment la conviction qu'il n'est pas capable, tu ferais quoi, toi? Du kiwi ou qu'est-ce que tu ferais pour que la personne elle prenne conscience, ou des outils autres vraiment qui travaillent plutôt sur la psyché pour libérer ce qui coince au niveau des pensées qui sont en rapport avec ses capacités à visualiser? Il y aurait deux entrées pour moi. Visualisation. Il y aurait une première entrée qui serait de partir sur des outils complémentaires qui vont davantage aller cibler ces aspects-là du travail sur la personne. Mais en parallèle, en imagerie, on peut tout à fait faire... alors, il y a différentes approches. Moi, j'aime bien présenter le travail chez la personne sur les choses vont bien et donc on cherche à les renforcer. Les choses vont moins bien et on cherche à les modifier, à les reprogrammer ou à les réécrire un peu différemment. Et donc là, on pourrait jouer un peu sur un mix des deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est orienter son attention avec ce qu'on va appeler de la visualisation positive, de choses qu'il a été capable de faire. C'est un peu comme éduquer sa capacité à conscientiser qu'il était capable de bien le faire, qu'il a ses compétences, qu'il a ses ressources. On pourrait partir sur un travail de modélisation en parallèle. Enfin voilà, c'est-à-dire renforcer entre guillemets la prise de conscience et la capacité à j'ai des compétences, j'ai des ressources, j'ai des aptitudes et je suis en mesure de les imaginer et derrière de les exprimer. Et à côté de ça, peut-être revenir sur des aspects plus rumination, difficultés vécues, projection anxieuse, où là on serait peut-être sur des réécritures de scénarios, sur des imageries de transformation, où on chercherait à partir du problème de trouver la solution alternative, réécrire le scénario qui se découle ou trouver le pendant positif au pendant négatif. Voilà, il y a tout un tas de petits outils qu'on peut utiliser dans l'imagerie qui pourraient aussi contribuer à progressivement le faire passer de cet état d'esprit négatif à un état d'esprit un petit peu plus positif. Donc tu utiliserais l'imagerie, mais plus juste sur un aspect technique d'apprentissage, mais sur un aspect plutôt reconditionner la personne et la rendre plus enclin à pratiquer l'imagerie. Ouais, parce que souvent, ce qu'on va observer, c'est que si le problème vient de ses croyances, mettons, souvent, ça va se traduire par des erreurs techniques, mais ce ne seront jamais les mêmes. Le problème n'est pas la maîtrise technique, le problème est plutôt le terrain miné sur lequel il fait appel à sa technique gestuelle et qui, du coup, ne s'exprime pas correctement. Donc, si on s'évertue à ne travailler que sur
on va corriger l'erreur, la faute là, qui a été observée. La faute, elle va être décalée, elle arrivera sur un autre aspect ou à un autre moment, mais on va juste déplacer le problème. Donc du coup, on ne va pas forcément arrêter le travail sur la technique, mais le problème étant d'origine un petit peu différente de la maîtrise technique et gestuelle, ce n'en est que finalement le résultat, on devra avoir un chemin complémentaire qui se travaillera complètement différemment, à d'autres moments d'ailleurs, et sous d'autres formes, où on travaillera davantage sur la personne. Ouais. Mais là, on est passé de la visualisation à carrément l'individu complet dans la réalité quotidienne. Alors que je parlais de la puissance acquise sur la visualisation au début. Et en fait, on a pour... Ah oui, alors c'est vrai qu'on a davantage parlé de la performance. Ou le sportif dans sa globalité. Ouais. C'est Robert Neddefer dans un de ses livres qui parlait justement de comment diagnostiquer si un problème était d'ordre psychologique ou technique. Et un des critères, c'est si l'erreur n'est jamais la même. C'est un signe. Et si la réaction émotionnelle est très forte et presque irrationnelle, enfin, est trop un grand désespoir qui apparaît, ça viendrait de... Ça, c'est un très bon signe. Ça serait psychologique, oui. Alors, effectivement, revenir sur l'impuissance apprise de sa capacité à visualiser, c'est pas forcément quelque chose de commun. Pour le coup, c'est pas. J'en ai eu plein. C'est vrai, moi j'en ai pas eu tant que ça. Mais moi je repasserai par des choses simples effectivement à ce moment-là. Et probablement qu'il faut décontextualiser sur ce coup-là, parce que du coup, l'impuissance apprise vient de toutes les attentes qu'on va induire, qu'on va générer, de nos performances, de la maîtrise de l'instrument, etc. Donc je reviendrai sur des choses simples, je reviendrai sur développer la capacité d'imagerie, de visualisation, et ensuite faire prendre conscience à la personne que ces compétences existent là, qu'elle apprivoise son mental et qu'elle est maître de son mental, qu'elle peut en faire ce qu'elle veut, et que du coup, quand elle travaille mentalement, elle n'a pas ces blocages éventuellement qu'on peut retrouver sur le mouvement ou qui pourraient se mettre en place dans la représentation de ce qu'on veut ou de ce qu'on est capable de faire, mais au contraire, c'est extrêmement malléable. Donc je développerai ce caractère-là, et ensuite seulement je reviendrai sur le mouvement. J'avais dit mais, c'est pas un bon mot pour commencer une question, je te prie de m'excuser. Et j'avais travaillé avec un musicien qui a développé une des pires maladies, dystonie de fonction, ses doigts n'obéissaient plus du tout, et j'ai essayé de le faire travailler en imagerie, et dans sa tête, il ne pouvait plus ne pas voir le mouvement parasite. Vraiment, il voulait bouger l'index, c'est le petit doigt qui bougeait. Et donc, il n'arrivait plus à cet endroit-là. Il ne se sentait pas du tout maître. Donc, ma question, c'était pour les personnes qui n'arrivent pas mentalement à contrôler leurs images mentales. Là, on est vraiment sur un trouble d'ordre psychologique. Comment tu l'aborderais ? Je pense que j'aurais tendance à passer par la vidéo. Je pense que j'aurais tendance à simplifier véritablement et à lui donner du feedback visuel. Alors, si c'est quelque chose qu'on n'observe que sur une main, par exemple, il y a un papier très récent là, qui vient de sortir là-dessus, utiliser l'équivalent de la thérapie miroir, c'est-à-dire le reflet de l'autre main qui te donne un reflet visuel de ta main avec laquelle tu as du mal à faire ou à imaginer, et en fait alimenter le système nerveux par ces retours visuels-là pour intégrer en réalité l'objectif et la capacité à les simuler. Et si ça touchait deux mains, mettons, on pourrait passer par de la vidéo, soit de la vidéo de ce qu'il faisait avant, soit de la vidéo d'une personne qui fait exactement l'équivalent. Et donc, j'aurais tendance à explorer en tout cas la capacité ou le chemin qui consisterait à repartir de zéro, à recréer tout depuis la base pour essayer de venir contrebalancer un petit peu cette perturbation. Il est évident que tout dépend de l'origine aussi de la perturbation. Si c'est un dysfonctionnement qui est irréversible, on ne va pas non plus faire de la magie avec le travail mental. Si en revanche, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on observe sur les pertes de figure, comme en gym, comme en golf, des choses qui sont assez classiques, où il y a des mouvements parasites qui s'introduisent de manière complètement involontaire, je pense aux golfeurs, et qui l'empêchent clairement d'être efficaces, ou cette perte de figure. Il y a eu un très, très bon exemple avec la gymnaste américaine lors des derniers JO. Là, on est sur quelque chose qui est certainement multicausal en réalité. Et donc, du coup, je pense qu'il faut repartir sur les bases. Il faut repartir sur les choses les plus simples. Et je pense que j'aurais tendance à explorer ces retours visuels-là qui vont soulager, en quelque sorte, la difficulté ou l'incapacité que la personne a à imaginer ce qu'elle veut. À imaginer ce qu'elle veut, exactement. Impossible de penser sans cette tension, sans ce dérapage. Ça me permet de faire un lien avec, tu évoquais tout à l'heure, comment utiliser l'observation et l'imagerie en même temps, parce qu'on est exactement dans cet exemple-là. Ça accélère l'apprentissage, j'avais vu. Oui, en tout cas, ça peut être intéressant. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que ça pouvait être intéressant. On imagine pendant qu'on regarde quelqu'un qui fait. C'est pour préciser. Et déjà, en fait, quand on fait ça, on se rend compte que dans un processus d'apprentissage, on a des activations cérébrales qui sont plus élevées, plus importantes que lorsqu'on imagine seul ou lorsqu'on observe seul.
Et là, je ne parle pas de l'efficience neurale, parce que là, on est sur le processus d'apprentissage. Oui. Et dans le processus d'apprentissage, du coup, c'est plus intéressant parce que ça va laisser davantage de traces et ça va avoir une efficacité plus impactante. Donc, cette combinaison-là, elle est intéressante. Avec tous les questionnements qu'on s'est posés tout à l'heure, de est-ce que j'observe exactement la même chose ou voilà, jusqu'où je peux aller pour pas que ce soit quelque chose d'interférent. Après, à l'usage, c'est pas si simple que ça, hein, en réalité, parce que du coup, Quelle caméra? voilà, Comment quand vous voir, demandez à la personne mettons, de se voir de l'extérieur, puis en même temps de s'imaginer de l'extérieur, on se rend compte que même si dans la réalité, les études montrent que c'est efficace, ça peut très bien devenir concurrentiel, en tout cas dans le ressenti de la personne. Alors moi, je trouve qu'il y a une... J'ai besoin d'une précision. Oui. Ça peut devenir concurrentiel. Les études montrent que c'est efficace, donc ça accélère, ça améliore la trace de l'apprentissage, mais le vécu émotionnel et psychologique de la personne est que c'est perturbant et compliqué. Alors, Ou il peut y avoir c'est pas ça. que tu pointes. Non, il peut y avoir ça. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il y a aussi le fait que dans les études, généralement, quand on veut mettre en évidence ce genre de combinaison-là, on va prendre des personnes qui parviennent à le faire. Mais on peut être confronté à des personnes qui n'arrivent pas à le faire, pour qui c'est trop compliqué. Ils n'arrivent pas à observer et imaginer en même temps. Dans ce cas-là, ça devient il y a une forme de concurrence ou d'interférence, certes qui peut-être serait temporaire si on lui apprend et qu'on l'éduque à le faire, mais qui sur le moment où on veut travailler n'est pas efficace, n'est pas effective. Et donc du coup, moi chez ces personnes-là, je trouve que de combiner en fait la vision avec le sens, c'est plus simple. Par exemple, de regarder la vidéo de soi en train d'être performant, enfin de jouer d'un instrument, de faire une représentation, et en même temps, plutôt que d'essayer d'imaginer exactement la même vue, la même imagerie visuelle de ce que je suis en train de regarder, essayer de s'imaginer ce que je peux ressentir en regardant ça. Donc là, j'ai une pratique d'observation qui est plutôt orientée sur le visuel et une pratique d'imagerie qui va être plutôt orientée sur comment j'arrive à recréer les sensations de ce que je suis en train d'observer. J'imaginerais, en me regardant jouer un morceau, je m'imagine, j'essaie pas de faire une image mentale, mais juste de faire une image kinesthésique. J'essaie de ressentir. Je mets l'accent sur les sensations. Sur les exactement. sensations en C'est voyant. Parce que ça pose, on n'a pas évoqué parce que c'est un énorme volet, mais tout ce qui est comment les images se construisent, si on se voit de l'extérieur, tu peux dissocier, ou si on se voit avec une caméra embarquée, comme tu le dis. Donc on peut se voir de différentes façons, les images peuvent avoir différentes formes, différentes couleurs, il y a tout qui peut être modulé, et ça a un impact sur ce qu'on vit. Mais justement, dans le cas d'un musicien qui voudrait regarder une vidéo d'un grand concertiste et s'en inspirer, comment on fait quelles seraient les conditions optimales pour justement bénéficier de cette technique où on est obligé de se faire une propre vidéo de nous pour avoir un angle de vue qui nous convient, dans lequel on arrive à s'observer. Et comment ça se met en pratique? Parce que si je me vois en dissocié, donc je me vois de l'extérieur comme un acteur à la télé, et que je vois le pianiste ou le guitariste de face, alors que moi je me vois de dos quand je m'imagine, enfin tout ça, Alors, ça commence. Généralement, on essaye dans le développement de développer un petit peu les différents angles de vue, les différentes capacités, pour pas être cloisonné tout le temps sur le même angle de vue. Okay. Hein, mais mettons qu'on ait ce blocage-là, il y a plusieurs éléments. Déjà, l'observation en tant que telle, elle peut être intéressante en termes motivationnels, en termes de résonance motrice, en termes de stimulation, ça me stimule, et souvent, c'est l'observation de l'autre qui nous apporte ça, surtout dans le processus d'apprentissage, où on regarde les experts de la discipline, grâce et c'est quelque chose, grâce au neurone miroir, et c'est quelque chose qui nous met dans une forme de résonance motrice, de motivation, d'aspiration à pouvoir être performant, voire de modélisation, pourquoi pas. Et très souvent, dans ce processus-là, on devient son propre modèle quand même assez rapidement, parce qu'il y a une réalité liée à la morphologie, liée au rendement, on n'est pas l'autre personne, donc du coup, on devient assez vite son propre modèle, et on a tendance à plus souvent travailler sur des vidéos de soi que sur les vidéos d'autres, dans ce processus d'apprentissage. Maintenant, moi, je pense qu'il est plus intéressant, même si on peut revenir sur l'autre, de travailler sur ces vidéos de soi-même. Et donc, en travaillant sur les vidéos de soi-même, il y a un peu moins de décalage, et généralement, on est moins perturbé justement par ces différences d'angles de vue, on a un peu plus de familiarité avec qui on est. Alors, c'est encore plus facile pour les gens qui ont l'habitude de se voir en vidéo, hein, ceux qui ne se voient jamais, forcément, ça peut créer une difficulté. Et je trouve que le fait d'observer et de chercher du coup à rester congruent avec ce qu'on observe, mais en y ajoutant des sensations, c'est vraiment une manière d'enrichir par cette combinaison optimale l'imagerie et l'observation. Et c'est certainement plus intéressant, pour moi en tout cas à l'usage, que de chercher à reproduire exactement ce qu'on va imaginer, ce qu'on va observer en imagerie. Je trouve que ça développe même une capacité à être spectateur, donc être en dissocié, tout en étant connecté au mouvement et en recréant les sensations. C'est paradoxal hein, sur le plan conceptuel, parce que
Je peux pas jouer les 2 rôles en même temps. Normalement, je suis soit spectateur, soit acteur. Mais en réalité, il y aurait une forme de dissociation partielle qui me permet de rester connecté. Et si j'arrive à créer des sensations tout en étant capable d'avoir un visuel dissocié, c'est plutôt un signe de bonne acuité d'imagerie, ça. Dans ma vidéo, je dois quand même bien jouer dans ce cas-là. Parce que si je me vois en train de faire des erreurs, donc C'est mieux, ouais. C'est mieux. C'est pour ça que le mode de voir un expert, donc quelque part, quand on regarde des gens très bons faire quelque chose, ça nous stimule et ça nous permet Ouais. d'apprendre entre guillemets. Ouais. Passez pas votre vie sur YouTube non plus. mais, Il y a des points positifs, mais non, mais par exemple de ça, il y aurait quelque chose. ouais, Voilà. de ça, tu vois, moi je proposerais un travail ou un protocole d'imagerie de modélisation. C'est-à-dire de se servir du support, mais de dépasser simplement le modèle. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce qu'on regarde sur le modèle? Quelle est la ressource ou la compétence ou j'en sais rien, je prends quelque chose même de parfois un peu plus abstrait, le caractère très fluide de ce qui dégage ou Oui. voilà, des choses même qui ne sont pas forcément des choses techniques en tant que telles. Ok, bah, si moi j'ai envie de m'approprier ou de mieux exprimer cette capacité ou cette aptitude-là, bah, je peux utiliser l'observation mêlée à l'imagerie, où je vais observer le modèle, et puis progressivement, tout en observant le modèle, je vais me projeter moi-même à travers ce qu'il fait lui, pour aller capter cette ressource-là et me la réapproprier pour la réutiliser. On est en train d'évoquer, entre guillemets, les outils où on s'imagine être quelqu'un ou des vrais outils d'effort mental dans lesquels on se met à la place de quelqu'un, on imagine qu'on est cette personne et on apprend. Enfin, C'est ça. c'est des ça. outils d'apprentissage accéléré, entre guillemets. Il y en a plusieurs en PNL notamment. Et il y en a un autre que j'utilise, que j'aime bien, c'est le génie emprunté. C'est vraiment, on décrit la personne, on se met dedans. Et quand on le fait accompagner, la personne nous pousse vraiment à le faire. Et d'un coup, on capte, ah oui, il ressent plus ça. Et on Ouais, c'est ça. capte de l'intérieur des façons d'être qui sont indescriptibles avec des mots, parce que les mots sont réducteurs. C'est la mémoire procédurale. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un chevauchement entre cette approche type de PNL et ce que j'ai décrit là en termes de travail par imagerie, mais on est sur une chose qui est très transversale. C'est exactement ce processus-là. La difficulté, par exemple, dans ce protocole, pour moi, c'est le moment où on se transpose à la place du modèle, mais c'est toujours le modèle qui agit. Parce que si on se transpose trop vite à la place du modèle, bah, on n'a pas cette compétence-là, on ne l'exprime pas de la même manière. Donc il faut qu'on ait cette phase un peu intermédiaire qui n'est pas forcément évidente, qui est assez abstraite, où c'est toujours le modèle qui est en action, mais c'est un peu comme si on avait collé une fausse image avec notre tête, notre corps à la place, en train de réaliser le mouvement à de l'autre. l'intérieur. Et progressivement, on va s'associer, on va s'imprégner et on va devenir ce modèle-là. Donc c'est un processus qui est pas aussi simple que ça à utiliser, même quand on a l'outil qui est finalisé. Mais c'est exactement dans cet état d'esprit-là, on a des protocoles d'imagerie qui vont complètement dans ce sens-là. Ouais. J'avais une question par rapport à justement quand on travaille, parce que quand on travaille un instrument et qu'on essaie d'imaginer qu'on travaille, tu parles de contextualisation pour les sportifs notamment, quand on est sur le terrain en train d'imaginer les choses pendant qu'on joue, ou quand on est tranquillement avec toi quelque part en train de travailler mentalement. Et quand on travaille mentalement, eh bien, il y a une difficulté, ça peut être déjà juste de maintenir ses mains correctement dans l'espace, de les imaginer. Et là, est-ce que finalement, notre instrument, est-ce qu'on peut juste se faciliter la tâche? Par exemple, je peux prendre ma guitare comme ça, et ça fait ça de moins que j'ai à imaginer. Totalement. Ouais, totalement. Comme si mon instrument était un aide au niveau technique qui Complètement. nous donnait au niveau spatial proprioceptif. J'ai ça de moins à imaginer, donc j'ai juste la fin du geste à imaginer. Recontextualiser quelque part au moins la position du corps. Ouais, complètement. Est-ce que Ça va complètement dans le. En fait, recréer le contexte, c'est une forme de facilitation du travail. Donc, plus je suis dans le contexte, plus je suis immergé. C'est de la réalité virtuelle, sans dispositif de réalité virtuelle, mieux c'est. Donc, si l'instrument je l'ai, autant le prendre. Autant avoir la sensation tactile, autant avoir la posture qui nous permet de nous rapprocher le plus possible. Et tout ça va rendre le processus de représentation mentale beaucoup plus facile. Il y a même des études qui montraient que le fait de tenir un objet, c'était déjà plus intéressant que de ne pas en tenir. Mais le fait de tenir le véritable objet du mouvement en question, c'était encore plus intéressant parce qu'il y a une réalité sur les sensations qu'on perçoit. Et donc, du coup, c'est un enrichissement qui est énorme, ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais plutôt tendance à faire au service de la technique. C'est-à-dire quand je veux vraiment être attaché à la performance, au mouvement, au contrôle du mouvement, etc. Voilà. Alors que la visualisation plus de réussite ou de simplement réévoquer mentalement, ancrer la réussite, ça c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin de on peut se décontextualiser beaucoup plus facilement. Oui. Mais complètement, ouais, On a complètement. un peu parlé de cet aspect-là, parce que je peux pas tout parler de tout évoquer. Il est davantage connu aussi. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est deux grands champs, quoi. Soit je me prépare, je m'imagine réussir des choses comme tu le dis, je m'imagine à la fin d'une compétition, ou je refais ma séquence complète. Soit je me sers de la visualisation pour travailler et répéter des gestes précis. Et donc,
quand on s'imagine avec un aide mnémotechnique, ça nous facilite la tâche. Et tu parlais de tenir un objet, ça aide, mais n'importe quel objet? Alors, ça peut aider. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tient un objet, on a des références, on a des rétroactions, on a du feedback. Donc du coup, alors l'exemple que j'avais en tête, je crois que c'est une étude qui date de milieu des années 2000, 2010 même, je crois que c'est même de 2014, si je dis pas de bêtises, où il faisait tenir un parapluie ou une raquette de tennis, ou sans objet. Et il montrait qu'en réalité, le fait de tenir un objet, c'est quand même intéressant en soi, parce que ça crée des références. Donc pour quelqu'un qui est en difficulté, ça lui permet d'alimenter le système nerveux. Voilà, c'est une manière de simplifier un petit peu. Par contre, il y a une incongruence, parce que l'objet que je tiens n'est pas celui avec lequel je fais le mouvement. Il y a pas symboliquement, ça n'a pas de sens non plus. On était chez les tennisman là, du coup. Ouais, on était chez les tennisman, effectivement. Et par contre, le fait de tenir la raquette donne ces références, mais ces références correctes, appropriées et congruentes. Et donc, du coup, ça simplifie encore, ça enrichit vraiment le mouvement. Et il y a eu des groupes contrôle qui tenaient une éponge, qui tenaient quelque chose qui forçait à rester au sol. Alors, il y a eu des choses de ce type-là, mais plus sur des approches de laboratoire. Ouais. Donc, c'était sur des mouvements avec un peu moins de finalité sportive. On était sur des mouvements de serrage, des dynamomètres, des choses dont on sait qu'on peut très très bien contrôler et on a la rigueur d'analyse, mais qui vont un petit peu dans ce sens-là et qui montrent qu'effectivement, en fonction de la texture, en fonction de la rugosité de l'objet, ça avait des inductions qui étaient un petit peu différenciées. Hein. Ok. Et ça contribue, tout ça en fait, tout ce champ d'études-là contribue à montrer qu'effectivement, plus on se rapproche du contexte réel, qui est celui que je vis à travers les stimulations donc visuelles, mais aussi auditives, aussi tactiles, proprioceptives, et plus en fait je me mets dans des conditions facilitantes pour pouvoir imaginer mon mouvement. Alors on nuance en fonction du niveau d'expertise, parce que ça c'est de la recontextualisation. Donc quelqu'un qui est un peu en difficulté, là je te demanderais d'imaginer un mouvement sportif, mettons dans une discipline bien particulière, on est dans une salle, c'est pas du tout le contexte, ça t'oblige à créer la recontextualisation et ensuite à imaginer le mouvement. Donc plus on la donne, la contextualisation, plus ça simplifie. On enlève une partie du travail. Un expert peut peut-être le refaire beaucoup plus facilement et dans ce cas-là, on verra moins la différence chez lui. Voilà, l'apport sera peut-être un petit peu moins marqué parce qu'en réalité, il a cette capacité à recréer le contexte même s'il est complètement décontextualisé. Ok. Et pour donner des tips sur des routines de travail, des musiciens me demandaient combien de temps par semaine, combien de fois, s'ils veulent progresser. Donc, on a bien saisi ce que tu nous as partagé tout à l'heure, l'idée de commencer progressivement à d'abord voir les choses et essayer de voir si c'est à peu près qualitatif ce qu'on voit, est-ce que les images sont nettes, est-ce qu'elles sont réalistes, etc. La temporalité. Et pour les personnes qui arrivent à faire ça, tu conseillerais quoi? Dans des interviews sportifs, tu disais 2-3 fois par semaine. Est-ce que c'est la question, c'est la question la moins posée, la posologie, la moins claire. Mais effectivement, on est un petit peu dans ce registre-là. Quand on va travailler sur la technique, idéalement, c'est de le faire en situation réelle. Alors, je vais tout de suite le nuancer chez les musiciens par rapport aux sportifs. Chez le sportif, c'est quelque chose de beaucoup plus fragmenté, à mon sens, l'entraînement. Donc, on peut se permettre vraiment très régulièrement de saupoudrer ou de diluer le travail mental sans vraiment changer la nature de la séance d'entraînement. Chez les musiciens, je pense que c'est peut-être un petit peu moins vrai. On peut avoir des phases, bien sûr, où on pourrait travailler, mais je pense que ça crée une rupture peut-être un peu plus importante, un peu plus inconfortable, de s'arrêter, d'imaginer une partie d'un morceau, de repartir. La durée du morceau va aussi vite polluer tout ça. J'aurais plutôt tendance à le faire de manière semi-proximale. C'est un terme que j'utilise jamais d'ailleurs, hein. C'est exclusivité, mais de rester à proximité de l'entraînement, donc plutôt de rester dans cette logique d'être dans une imagerie intégrée, mais de le faire peut-être juste avant ou juste après l'entraînement. Pas forcément Pas faire un essai dans sa tête, un essai réel. C'est ça, sauf si vraiment on est sur des choses très très courtes, sur des accords, sur des gammes très courtes, on pourrait le faire. Mais dès qu'on va commencer à être sur des morceaux un petit peu plus longs, ça s'y prête moins. Donc j'aurais tendance à le faire un peu avant ou un peu après. Je prends l'exemple, je fais l'amalgame avec les activités sportives où on n'a pas cette capacité à le faire tout au long de l'entraînement. Je travaille avec une rameuse il n'y a pas longtemps en aviron. Et une fois qu'elle est dans le bateau, elle est dans le bateau et elle enchaîne. Elle ne peut pas se permettre de s'arrêter régulièrement. En plus, elle n'est pas toute seule, elle est dans le bateau à deux. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'elle venait une demi-heure avant l'entraînement et on faisait la séance plutôt dans cette demi-heure-là, un petit peu avant l'entraînement. On mettait en place le travail, le protocole. Il y avait cette forme de conditionnement, il y avait l'environnement qui était là et il y avait la proximité qui n'était pas loin du mouvement réel. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est dans une logique de chercher à intégrer l'entraînement. Et je pense que chez les musiciens, ça peut être quelque chose d'intéressant de travailler sous cette forme-là. Après, j'aurais envie de dire que le dosage en termes de fréquence, en termes de durée, en termes de nombre d'essais, il est assez dépendant du sujet, mais c'est toujours la même idée,
pas des séances trop longues, pas trop d'essais consécutifs parce que c'est quand même sollicitant nerveusement, surtout quand on n'a pas l'habitude. On perd de la lucidité, on perd une faculté de concentration. Donc moi, je ferais un peu comme ce qu'on préconise chez les sportifs. Si on fait des séances pures, indépendamment de l'entraînement, je ferais des séances de 20 minutes, 15-20 minutes, c'est très bien. Au-delà, ça commence à faire long. Si on le fait juste avant l'entraînement, je raccourcirais encore. Je ferais des séances de 8-10 minutes, par exemple, où on ferait 2-3 fois un protocole, où on répéterait 2-3 gammes, etc. Puis ensuite, on irait jouer. Si on le fait après, on pourrait se permettre de faire un petit peu plus long éventuellement. Mais voilà, je resterai sur des périodes qui sont, mettons, entre 8 et 15-20 minutes maximum. Et après, le nombre d'essais, ce serait un peu plus sujet dépendant, pour le coup. Je pense qu'on peut se permettre d'en faire. Moi, ce que je conseille, parce que ça va être une réalité, une difficulté chez les musiciens, c'est de travailler sur des segments, des morceaux, et pas sur des mouvements complets, enfin des gammes complètes, des morceaux complets, parce que c'est beaucoup trop long. Et l'esprit humain a tendance à compresser quand il ne se passe rien, et qu'il est juste dans de l'évocation mentale. Il a tendance, ne serait-ce qu'au niveau temporel, à compresser le temps. Donc on perd un petit peu en réalisme et en réalité. Donc j'aurais plutôt tendance à travailler sur des séquences, sur des entames, sur des accords, sur des morceaux, sur des difficultés techniques où justement il y a une coordination bimanuelle qui est un peu particulière. Voilà, sur des moments un petit peu clés qu'on arrive à extraire, et je focaliserai plutôt là-dessus. Et puis avant de dormir, on peut se repasser le morceau, c'est ce que beaucoup de musiciens font. C'est ça, ouais. Mais donc oui, segmenté par difficulté. Alors, avant de dormir, pour le coup, on serait plutôt dans l'autre aspect qu'on n'a pas trop développé. Là, j'aurais tendance à, effectivement, ça s'y prête tout à fait, mais sans la considération technique. C'est-à-dire qu'on va on peut visualiser de la technique, au niveau du mouvement des mains, par exemple. Prendre l'exemple de la guitare, les mains qui vont faire des choses différentes. On peut tout à fait visualiser techniquement ce que font les deux mains, mais pas qu'est-ce que je dois faire pour réussir. Là, je déroule simplement le fait que je réussis. Et donc, dans ce cas-là, on peut le faire en état beaucoup plus relaxé, on peut le faire en associant l'imagerie à plein d'autres formes de travail mental, on peut le faire sur des durées qui sont beaucoup plus longues que 5, 10, 15 minutes, on peut le faire en 5 minutes, on peut le faire en 25 minutes. Voilà, c'est beaucoup plus libre, mais c'est vraiment axé sur la réussite. Oui, et sur les sensations qui accompagnent la réussite. C'est l'autre volet. C'est l'autre versant du travail, ouais. Ok, parfait. Moi, j'ai encore une foule d'autres questions, mais je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. Écoute, un énorme merci parce que c'était vraiment très intéressant d'entendre ton éclairage, d'avoir toutes ces précisions au niveau de comment fonctionner et de ce qu'on peut en retirer et les différentes nuances qui sont vraiment importantes. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager? Alors, un mot de la fin, plus une invitation à tous les auditeurs sur le fait que, n'étant pas spécialiste du tout de la musique et du monde des musiciens, j'ai certainement beaucoup à apprendre aussi de l'expertise de chacune et de chacun sur justement des petits ajustements par rapport aux propositions que je fais. J'ai pris un exemple tout à l'heure en disant qu'au départ, j'avais considéré que la dimension temporelle, de manière générale chez les musiciens, était un petit peu moins importante. Et puis, c'est en discutant vraiment avec les spécialistes de la discipline que pour les instruments avant, finalement, non, pas tant que ça. On se rapproche un peu plus de ce qu'on observe chez les sportifs. Donc l'idée, c'est dans ce qu'on a échangé aujourd'hui, ce qu'on a évoqué, c'est qu'il y a certainement des choses à aller chercher, à aller explorer, et après ensuite à ajuster nécessairement avec la réalité du terrain, les décalages et les conciliations entre la théorie et la pratique. Et ça, pour le coup, ce sont les auditrices et les auditeurs qui feront ce petit travail-là, et moi, je suis ouvert évidemment à tous les retours qui me permettront d'augmenter mon expertise aussi sur les applications dans le monde de la musique. Et puis le deuxième élément, peut-être en termes de conseils, c'est un conseil que j'aime bien, c'est que souvent, dans ces approches-là, on fait des choses intuitives qui sont très bien d'ailleurs, d'autres qui le sont un petit peu moins, mais l'idée, c'est que dès qu'on commence à avoir une première entrée, des premiers éléments, c'est de ne pas laisser ces connaissances-là à l'état de connaissance. Et c'est vraiment de les mettre en application, de les mettre à l'œuvre, parce qu'il faut que la connaissance puisse se traduire en compétences. Et qu'à un moment donné, voilà, si vous savez juste pour savoir, vous êtes un sachant, mais vous n'êtes pas un apprenant, et vous n'êtes pas, voilà. Donc j'aurais vraiment tendance à tester, inciter, vivre, exactement, ajuster, améliorer. On oublie souvent que l'accumulation de connaissances n'est pas forcément suffisante. Et on a l'impression d'avoir un pouvoir quand on sait, alors que vivre quelque chose, il y a 1000 sensations en plus que la data sur un ordinateur. Il faut passer par l'expérience, exactement. L'expérience d'autres informations, notamment sensorielles et autres. Exactement. Ouais. Eh bien, on le remercie. Merci beaucoup, Aymeric, c'était vraiment passionnant. Et une très belle continuation. Je sais que tu vas publier un livre prochainement, donc je pense qu'on en parlera sur WeMusic. Et
Et puis, je te souhaite une belle publication et une très belle continuation. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Plaisir partagé de pouvoir échanger là-dessus, c'est toujours du bonheur. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez tiré des astuces et des outils concrets pour progresser et vous épanouir toujours plus dans votre apprentissage de la musique. Si vous pensez que cet épisode peut aider des amis à vous, des connaissances, partagez-leur, ils vous en seront sans doute reconnaissants. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir prochainement pour un nouvel épisode ou dès que vous le souhaitez sur le blog wimusic.coach. Et rappelez-vous, chaque jour, vous construisez le cerveau que vous aurez demain. À bientôt!